Alors bonjour à toutes et tous. Et alors il y a des gens dans la salle, il y a des gens en ligne. On est content parce que la ligne n'a pas vidé la salle, donc c'est super. Bienvenue dans un événement organisé par Rail et Histoire. Alors Rail et Histoire, c'est une association qui est née en 1987, qui s'intéresse à l'histoire ferroviaire sous toutes ses formes, de l'urbain au plus grand chemin de fer, et qui est principalement soutenu par la SNCF, mais pas que, et qui assure un certain nombre d'activités, notamment des collectes d'archives orales, mais aussi de la mise en valeur de patrimoine. On a récemment mis en valeur le poste d'aiguillage de Lyon-Perrache, que vous pouvez aller voir. Alors je ne sais pas dans quelles conditions exactement encore, mais bientôt ça sera ouvert. Et puis on a aussi des événements scientifiques, dont celui-là. Parmi les autres structures organisatrices, on a un laboratoire, donc Laburba, on a une autre association d'histoire des mobilités qui s'appelle P2M, et puis on est accueilli ici à l'Académie du Climat, qu'on remercie pour cet accueil, en écho bien sûr avec la thématique environnementale qu'on va aborder. Alors comme on est dans la salle des mariages, je me suis dit qu'on allait travailler sur un mariage qui en fait aujourd'hui un mariage qui paraît évident, c'est train et écologie, puisque ces deux termes sont associés dans les politiques publiques. On vient d'annoncer des tas de plans en faveur de ferroviaires réguliers, récurrents, et le train figure aujourd'hui, en tout cas semble figurer du côté des solutions face aux enjeux de climat, énergie et plus globalement environnementaux. En tout cas, il est positionné ainsi, et l'intérêt qu'on va voir, c'est d'interroger en fait cette association sur un temps long. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire à Rail et Histoire parmi les différents axes de travail. Donc, on a plusieurs axes. Il y en a par exemple qui travaillent sur l'histoire de l'ouverture à la concurrence des marchés de mobilité. Il y en a d'autres qui vont travailler sur l'attachement populaire au chemin de fer, puisqu'en fait, je pense que dans la salle, tout le monde est attaché au chemin de fer. Donc réfléchissons à pourquoi et comment, par quel biais. Et puis, on a, parmi ces autres axes, on a un axe qu'on a intitulé Train et écologie, du 19e au 21e siècle. Et cet axe a donné lieu à différents travaux. Vous pouvez retrouver un carnet hypothèse. Donc c'est train-écologie.hypothèse.org, je crois, où vous trouverez différents travaux faits sur les traverses ferroviaires, sur les enjeux aussi de fumée et d'incendie autour des voies. Et puis on a aussi tenu une première journée à Lyon en 2021, décembre 2021, je ne sais plus si c'est ça l'année, oui, qui a donné lieu à une publication. Alors du coup, elle est ici. Vous pouvez, enfin je vais la faire circuler, donc c'est le numéro 57 de notre revue d'histoire des chemins de fer, qui est une revue papier et aussi disponible en ligne, non ? Oui, sur Open Edition. Et du coup, l'idée c'est que, alors il y a un super graphique, c'est graphiste, c'est le TGV Carotte, vous pouvez regarder, donc je vais la faire circuler. Et l'idée aussi, c'est qu'en même temps, je vais faire circuler le bulletin d'adhésion à Rail et Histoire, puisqu'en fait, si vous adhérez alors à 0 € si vous êtes étudiante ou étudiant, ou à 5 € si vous n'êtes plus étudiante ou étudiant, vous pouvez recevoir nos 2 exemplaires par an de la revue papier chez vous, si vous avez la bonne adresse. Donc c'est pas cher en fait, et c'est intéressant. Le prochain numéro étant sur un varia, on va dire, sur différents sujets. Et puis il y aura des numéros sur les inaugurations des lignes transnationales, par exemple, qui est à venir, ce genre de questions. Donc la question environnementale, en fait, on va l'interroger aujourd'hui en donnant la parole à des jeunes chercheuses et chercheurs. Et c'est une des autres activités de Rail et Histoire que de donner des bourses à un certain nombre de travaux en cours pour soutenir des masters et des thèses. Alors, en gros, on soutient peut-être une dizaine de personnes par an.
Et le but étant de rendre possible des recherches qui sinon n'auraient pas été possibles parce qu'il y a des frais de déplacement, de séjour, etc. Et puis c'est aussi un soutien ou un relais intellectuel, puisqu'en fait à Rail Histoire, on a aussi un centre de documentation, on a un certain nombre de réseaux ferroviaires en fait, qui permettent de vous appuyer. Et puis j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas que de travaux en histoire. D'ailleurs, je ne sais pas si on a des stats, mais je pense que ce n'est pas majoritairement des gens inscrits en histoire. On a beaucoup de gens inscrits en architecture, en aménagement, en géographie, en économie, qui peuvent être soutenus pour que leurs travaux aient une dimension historique à un moment, souvent au début de leur travail. Donc voilà, on fait passer un appel chaque année en novembre pour lequel on suscite des candidatures. Et aujourd'hui, vous allez entendre 2 personnes qui sont encore boursières, et boursiers de Rail et Histoire. Et vous allez voir que donc on essaye de promouvoir ainsi l'intérêt pour l'histoire ferroviaire et puis la recherche des plus jeunes entrées dans la carrière. Et puis, dernier élément, le ferroviaire qu'on regarde, on le regarde aussi à toutes les dimensions, c'est-à-dire on n'est pas uniquement sur du ferroviaire au sens SNCF, pour le prendre comme ça du terme, c'est-à-dire qu'on va aussi aujourd'hui se déplacer en Italie, donc on verra les FS, mais on a aussi évidemment la dimension urbaine, qu'on verra aussi tout à l'heure. Donc le ferroviaire, il faut l'entendre dans toutes ces dimensions. De même que la dimension environnementale, alors je ne vais pas faire être très long, mais la question environnementale peut être prise par différents biais. Le parti pris qu'on peut avoir, c'est de se dire aujourd'hui les termes toutes les questions qui peuvent se rapprocher de l'environnement lié au chemin de fer, évidemment, elles sont contextualisées dans une époque, dans un lieu. Et donc aujourd'hui, on en a qui paraissent évidentes, comme le fait que le train ait plus ou moins fait sa décarbonation, son électrification en grande partie. Mais on va voir qu'à d'autres époques, dans d'autres lieux, eh bien, ce que signifie le rapport entre le train et l'environnement peut prendre un autre sens en se déplaçant du coup dans d'autres époques. Et c'est un peu la proposition de cet axe que d'essayer d'éclairer la façon dont on associe train et environnement aujourd'hui à l'aune de questions qui se sont déplacées, qui se sont complétées, démultipliées ou simplifiées selon les choix énergétiques, selon est-ce qu'on est dans un moment de construction de nouveaux axes ou de maintenance, réparation, voire abandon au profit d'une biodiversité de friches qui vient envahir les friches ferroviaires. Donc on a toutes ces dimensions-là, jusqu'à des dimensions sonores aussi qui peuvent être associées à ce que c'est que l'environnement du train. Alors, pour cet après-midi, on aura trois interventions qui vont croiser en fait des échelles et peut-être aussi des problématiques différentes. Donc la première, c'est Valentine Fraisse, qui est architecte, ingénieure à l'École nationale supérieure d'architecture de la Villette, et qui, elle, va nous parler plutôt d'une dimension plus locale et plus de mobilisation, puisque les questions environnementales sont aussi des sujets de mobilisation autour d'un axe. Puis après, on aura Arthur Émile, qui est doctorant à l'EPFL à Lausanne, et qui est lui aussi boursier, et qui va nous parler, lui, à l'échelle parisienne, d'une thématique qui sera dans la lignée de ses travaux sur les effets des fumées et des incendies, liés à l'exploitation ferroviaire dans le Paris de la fin du 19e et début 20e siècle. Et puis, en troisième intervenant, nous aurons Romain Ioux, donc, qui, lui, n'a pas été boursier de Rail et Histoire, mais travaille avec Rail et Histoire de façon récurrente, qui est ingénieur architecte, historien, et qui est chercheur associé aussi à l'école d'archi de Paris-la-Ville. Et donc, lui nous déplacera sur des questions paysagères et énergétiques dans l'Italie de la période fasciste. Donc voilà un peu le programme qui permet d'aborder de façon, alors, pas forcément sciée, on verra si on arrive à lier ces différentes thématiques, mais au moins essayer de cartographier différentes façons dont les enjeux entre train et environnement se posent. Donc je vais laisser la parole à Valentine, sauf si j'ai oublié des choses, je ne crois pas. Tout va bien. Voilà, merci. Merci beaucoup Arnaud Passalafo pour l'invitation et merci à Rail et Histoire.
Alors moi je vais vous présenter donc je suis Valentine Fraisse et je vais vous présenter mon mémoire de recherche en architecture. J'ai grandi en banlieue sud, tout proche de la coulée verte qu'on voit affichée, de Paris à Massy. Et j'ai eu l'opportunité donc de l'utiliser quand j'étais petite pour faire du roller, mais c'est vraiment à l'adolescence où j'ai découvert son réel potentiel de liaison urbaine. Et je prenais un réel plaisir avec mes amis d'emprunter ce ruban vert pour aller jusqu'à Paris. Et quand j'ai dû déménager à Paris en 2018 pour mes études d'architecture, j'ai espéré retrouver un endroit où j'aurais comme ça une voie verte. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais eu beaucoup de chance d'habiter proche de la coulée verte. En master d'architecture, du coup, on nous propose de mener une recherche. Et cette frustration est remontée, je me suis dit pourquoi pas me pencher sur la coulée verte de Sud-Parisien. J'imaginais pas du tout que c'était un projet qui avait été imaginé par des associations. Et c'est grâce aux archives de la ville de Fontenay-aux-Roses qui a écrit une note sur son fond du militant Louis Plémounou que j'ai découvert que en fait c'était issu du monde associatif et d'un contre-projet. Du coup, cette recherche est basée en premier lieu sur ce fonds du militant Louis Plémounou et d'autres fonds associatifs qui ont été croisés avec les fonds des municipalités, de la SNCF et du ministère de l'Équipement et de l'Environnement. Donc, dans une première partie, on verra comment le contre-projet de coulée verte a émergé face au projet d'autoroute A10, le prolongement. Et donc, dans une seconde partie, on verra comment la coulée verte a finalement pris place en concomitance au TGV Atlantique. Voilà, donc, avec l'autoroute. L'emprise qui est utilisée pour la coulée verte, elle est de 14 km et elle reprend la ligne de chemin de fer Paris-Chartres par Galardon, qui n'a jamais été complètement terminée, faute de financement, et qui est laissée en friche à partir de 1939 pour une partie et 1953 pour une autre. Et on voit que cette friche est partiellement utilisée. Parfois, c'est des jardins ouvriers, comme on voit en bas à gauche pour la ville de Sceaux, ou alors c'est juste boisé, ou alors c'est vraiment des friches, où quelques équipements sportifs se mettent en place. Et on voit les 10 communes qui sont traversées par cette emprise aux portes de Paris. En 1956, cette emprise est imaginée comme entrée de l'A10 jusqu'au futur périphérique. Dès le début du projet d'autoroute, les communes qui ont alors un profil politique assez hétéroclite, avec une banlieue plutôt rouge vers Paris, une banlieue bleue au centre, s'opposent toutes en front contre ce projet. C'est en 1960, enfin au début des années 70, que le sujet revient vraiment au devant de la scène parce que le projet d'autoroute, la construction est vraiment imminente. Elle arrive à Massy, comme on voit sur la seconde carte. Et c'est alors que donc les communes sont toujours pour la majorité opposées. Fontenay-aux-Roses va changer d'avis, mais il y a la naissance de comités associatifs contre l'autoroute, qui sont en fait des groupements de citoyens, surtout des propriétaires de pavillons qui longent l'emprise, qui se rassemblent et souhaitent s'opposer au projet. L'association qui regroupe l'ensemble de ces comités s'appelle la Fédération des usagers des transports de la région parisienne. Et ici, on voit en particulier la publication du Banlieusard spécial Fontenay-aux-Roses. Le président de ce comité-là s'appelle Louis Plémounou et va être vraiment central pour l'émergence du contre-projet de coulée verte. Et donc, ils vont produire différents supports, donc des publications, des tracts. Ils vont aussi essayer de lier des relations avec les représentants politiques pour s'opposer donc à l'autoroute. Et grâce à ça, ils vont développer leurs compétences techniques et finalement dépasser les questions seulement d'autoroute et de leur maison proche de l'emprise pour repenser le monde dans lequel ils veulent vivre et en particulier les questions de cadre de vie. Ces associations vont se regrouper au sein d'une
d'une plus grande association qui s'appelle le Bureau de Liaison et qui leur permet d'avoir plus de poids politiquement, principalement. Comme on le voit avec 1974, qui est vraiment une année charnière pour la Coulée Verte. C'est l'année de la campagne présidentielle et juste après le choc pétrolier. Et par exemple, le bureau de liaison, il envoie un questionnaire à tous les candidats pour la présidentielle et il demande qu'ils expliquent pourquoi ils seraient pour ou contre l'autoroute A10, par exemple. Certains militants qui luttent contre le prolongement de l'A10 rejoignent aussi la première campagne pour l'écologie politique qui est menée par René Dumont. Wipwemunu, par exemple, prend une belle part dans cette campagne. 1974, c'est aussi le moment où les villes doivent réviser leur plan d'occupation des sols, pour mener l'urbanisme de chaque ville. Ça permet aux militants de demander à leur maire, par exemple, de vraiment expliciter leur position vis-à-vis de l'autoroute. Est-ce qu'ils l'affichent ou pas dans leur plan d'occupation des sols? Et c'est là qu'on se rend compte que le maire de Fontenay-aux-Roses, Maurice d'Olivet, finalement se dit que l'autoroute va se faire et préfère se ranger du côté des politiciens pour l'autoroute pour essayer d'avoir plus d'avantages annexes de ce projet. Wipwemunu fait donc un face-à-face avec le maire de la ville. Il étudie le schéma directeur de la région parisienne, qui alors pas voté, mais il y en a un ancien de 1965, qui donc admet l'autoroute A10 parce que c'est un projet national qui avait déjà été voté, mais qui permet aussi l'émergence d'une notion qui s'appelle les zones naturelles d'équilibre, des zones vertes autour de Paris à conserver. Et il propose que la trouée de Galardon, l'emprise, devienne un réseau vert qui relierait les différents parcs de cette partie de la banlieue parisienne pour en faire une zone naturelle d'équilibre en soi. Et donc, le projet de Coulée Verte est né. L'État essaye toujours à ce moment-là de défendre l'A10 malgré le manque de financement. Donc 1973, avec le choc pétrolier, a vraiment mis un coup d'arrêt à pas mal de crédits pour les autoroutes. Et ils descendent pour la première fois pendant 5 ans d'affilée. En plus, certaines personnes au sein même des ministères s'opposent au projet autoroutier et osent enfin l'afficher en dehors des ministères. Et c'est aussi en partie grâce aux associations qui lient des relations avec, par exemple, le ministère de l'Équipement ou le président des syndicats des transports d'Île-de-France, que des parties de l'autoroute A10 sont abandonnées. Donc c'est la partie en jaune qui est abandonnée, la partie en pointillé est maintenue et déplacée ultérieurement. C'est la partie entre donc là où ils étaient arrivés, la Folie-Bessin, jusqu'à la 86. Donc c'est une première victoire finalement. À Paris, dans le 14e arrondissement, la trouée de Galardon, elle arrive à Montparnasse. Et elle est imaginée vraiment comme une voie rapide urbaine en premier lieu. Et donc les militants sont assez actifs et utilisent en particulier les élections municipales de 1977 pour demander la révision de ce projet et finalement la Coulée Verte, le début de la Coulée Verte. On voit leurs affiches très imagées qui reflètent vraiment l'ambiance avec des occupations de l'emprise en fait pour militer pour le début de la Coulée Verte. Et finalement, il acquiert avec l'élection de Jacques Chirac et l'élaboration de la ZAC, la zone d'aménagement concerté, Guillaume Hinault. Et donc, ils ont une succession de parcs avec une piste cyclable et une voirie classique à côté, qui est toujours existante. C'est vraiment une bonne période pour les écologistes. Ici, on voit l'affiche des élections législatives, en particulier celle de Fontenay, au niveau de Fontenay-aux-Roses, où on voit la ville avec la trouée, donc abandonnée, mais qui est pour l'instant pensée en boulevard urbain, potentiellement avec une liaison ferroviaire. Et donc les écologistes essayent de porter leurs revendications au niveau même national, avec les élections législatives.
Finalement, le projet de boulevard va être abandonné, mais l'idée de liaison ferroviaire est, elle, maintenue. Et en 1981 est annoncé le projet de TGV Atlantique par François Mitterrand suite à l'inauguration de la première ligne de TGV Paris-Lyon. Et elle passerait donc, pour rejoindre la gare Montparnasse, par la Trouée de Galardon, la même emprise que débattue pour l'autoroute A10. On voit que malgré la topographie de cette partie de la banlieue parisienne, il n'y a que 3 tunnels qui sont imaginés. Donc ça mettrait vraiment un gros stop au projet de coulée verte défendu par les associations, qui essayent vraiment de faire inscrire le projet de coulée verte au schéma directeur. C'est alors que les militants réfléchissent donc au principe de train à grande vitesse. Ils étaient unanimement pour le ferroviaire, mais le train à grande vitesse partage. Certains sont pour parce qu'ils pensent que c'est vraiment une bonne alternative à la route pour les familles et à l'avion pour les travailleurs et les cadres. Mais certains sont mitigés, en particulier vis-à-vis des liaisons qu'ils trouvent en manque de réseau imaginées par la SNCF. Et en particulier parce que les différentes lignes arrivent en cul-de-sac sur Paris, alors qu'on est normalement dans une mouvance de décentralisation. Il propose alors un plan, comme ça, en triangle, d'interconnexion de lignes à grande vitesse, le plan Schuller. Et magie, la partie entre C et Paris, qui aurait dû emprunter la voie de Galardon, disparaît. Les associations sont de plus en plus reconnues, même au niveau de l'État. Ils se rapprochent beaucoup du ministère de l'Environnement, qui a été créé en 1971. Ils peuvent même participer au livre blanc de l'environnement et inclure le projet de coulée verte dans ses dimensions environnementales et de transport. Issu de toutes ces réflexions, Louis Pouémonou commence un livre qui s'appelle « Les transports dans notre vie » et qui montre bien l'aspect global de ces réflexions. Donc, les associations sont contre le tout petit bout d'A10 qui reste et les nuisances du TGV et souhaitent vraiment la couverture du TGV, si ce n'est pas son abandon pour certains. Et elles demandent et se rejoignent avec les hommes politiques au sein d'une nouvelle association, donc le Comité contre l'A10. Commence à avoir du poids et la région, en 1983, lance une étude pour la coulée verte du sud parisien. C'est c'est dans cette période que l'enquête d'utilité publique du TGV est menée. C'est la première enquête d'utilité publique de TGV qui nécessite une étude d'impact environnemental. Malheureusement, en fait, ils n'ont pas vraiment de liste de documents à produire pour montrer l'impact environnemental. Et elle est considérée comme très faible, même par l'État, et en particulier par le ministère de l'Environnement. Les associations vont vraiment utiliser ces critiques de l'État vis-à-vis de la SNCF et utiliser le moment où l'enquête d'utilité publique est publiée pour tous et où tout le monde peut venir donner son avis pour essayer d'en faire un mouvement en faveur de la coulée verte et de la couverture du TGV. On voit des stickers qui étaient apposés à Fontenay-aux-Roses pour demander aux gens d'aller donner leur avis sur le TGV et pour la couverture. Et finalement, cette enquête va conclure à une charte qui demande à la SNCF de couvrir l'entièreté de la coulée verte. C'est la charte qui, entre le ministère de l'Équipement et le ministère de l'Environnement, Huguette Bouchardot est un élément, est la figure phare de cette charte. Mais le ministère de l'Environnement, c'était vraiment le parent pauvre du gouvernement à cette époque, et la charte n'est pas du tout respectée. Les associations se rendent rapidement compte de la faiblesse de cette charte et continuent à militer activement. Et en particulier, ils choisissent quelques places fortes le long de la coulée verte
où vraiment la couverture serait nécessaire. Ici, on voit au niveau de Sceaux, et en particulier du lycée Marie Curie, qu'on voit sur la photo et juste sur la carte au-dessus, et qui aurait la sortie du tunnel à 130 mètres du lycée. Et ils demandent vraiment le report de cette sortie de tunnel et la couverture ensuite. C'est la mobilisation de toute une ville, comme on le voit dans leur rue piétonne nouvellement faite, qui fédère les associations et les représentants, enfin la mairie finalement, qui elle demande de ne pas payer les couvertures du TGV. Et ils obtiennent gain de cause, mais ce n'est pas le cas pour d'autres places fortes, comme au niveau de Verrières et au niveau de Liège. La coulée verte fait alors l'objet d'un projet qui est mené par l'IAU, mais qui prend comme données d'entrée les couvertures de la SNCF, donc qui sont finalement assez peu nombreuses. Les militants attendent vraiment la création de la maîtrise d'ouvrage de la coulée verte pour faire face à la SNCF. Finalement, cette maîtrise d'ouvrage est mise en place, mais elle règle surtout des questions financières et des parties plus intéressantes pour améliorer la qualité de la coulée verte, comme par exemple la récupération de foncier, de l'entièreté du foncier de l'emprise, n'est pas prise en compte. C'est pour ça que certaines parties aujourd'hui de la coulée verte sont moins intéressantes, en particulier proches de Paris. Le projet de la coulée verte est enfin mené à bien, réalisé à partir de 1989 et publié par les cahiers de l'IAU et intégré au sein d'un plan vert qui prend en fait comme exemple la coulée verte. Donc, on voit bien comment les associations ont pu participer à la structuration de nouvelles formes de démocratie consultative et participative. Et de plus, elles sont instigatrices de projets innovants, certains repris par les entités publiques, donc comme le plan vert dont on vient de parler, mais elles ont aussi permis d'avancer sur les questions d'enquête de bruit, bruit ferroviaire en particulier, et sur les questions d'enquête d'utilité publique et de l'intégration du public. Le manque de connaissance de la conception par le bas de ce projet urbain et paysager nuit à son utilisation comme référence pour des luttes urbaines. Très récemment, il y a une opposition entre un fervent défenseur du vélo qui habite aussi Fontenay-aux-Roses, Stijn van Oosteren, qui a écrit par exemple « Pourquoi pas le vélo ?», opposé au maire Laurent Vastel, le maire de Fontenay-aux-Roses actuel, parce que le plan des Hauts-de-Seine demande... alors, on va voir avec la souris. On voit en orange ici la coulée verte, et elle est reléguée, on peut dire finalement, à un itinéraire de loisirs, parce qu'aujourd'hui elle n'est plus assez grande en capacité pour accueillir tous les cyclistes. Et en vert, les Hauts-de-Seine imaginent une piste cyclable continue, un itinéraire, le RER vélo. Et le maire de Fontenay-aux-Roses s'oppose à la réalisation de la piste cyclable sur la portion dans sa ville. Et vraiment, ça fait comme un flashback. Mais dans l'article récemment paru en mars du Monde, aucune évocation du combat qui avait opposé Louis Prémounou à Maurice d'Olivet n'est évoquée. C'était la couverture de l'article. Peut-être que vous avez vu. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, l'idée, c'était juste peut-être d'avoir une discussion finale après les 3 interventions. Mais s'il y a quelques questions pratiques ou techniques ou géographiques, on peut les prendre. Peut-être en ligne aussi, ouais. Servir de support pour l'autoroute A10, en revanche, dès la construction, la décision de la construction du TGV Atlantique, il a été effectivement envisagé, et ça a été réalisé d'ailleurs, d'utiliser cette plateforme pour sortir la ligne de Paris et lui permettre de prendre sa pleine vitesse très vite. Est-ce que vous savez dire, je crois que c'est le cas, mais le terrain de la plateforme de Gallardon, à l'époque, le foncier, je crois qu'il appartenait déjà aux compagnies de chemin de fer à l'origine, et donc à la SNCF, ce qui a facilité d'ailleurs les choses.
Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a une grosse majorité qui appartenait à la SNCF et il y a une petite partie qui appartenait à la direction de l'équipement parce qu'ils avaient récupéré une partie pour l'autoroute. Mais oui, c'est aussi pour ça que c'était si facile d'utiliser la plateforme. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour cette entrée en matière qui en fait est extrêmement multimodale. Hein. On a du vélo, du train, de l'autoroute. Et je crois même que si on continue la plateforme de Gallardon, on trouve des essais de l'aérotrain oui, plus loin. Ouais, Donc on est vraiment sur du multimodal.